Bonjour à tous. Je voulais déjà remercier Finance Innovation parce que je pense que je suis autant excité que Bruno d'animer cette table ronde. Euh, Bruno pourra vous le dire, on a travaillé pendant une année sur ce sujet. On a fait des use cases, on a décortiqué en maillon les différents process pour essayer de trouver des nouveaux services, améliorer les process. Donc je suis ravi aujourd'hui d'animer l'Open Finance, un facteur d'innovation pour les entreprises. Juste avant, c'était pour le particulier. Là, on rentre dans une difficulté un peu plus complexe parce que le particulier, c'est de la donnée un peu plus simplifiée, on va dire. Je vais me présenter. Donc mon parcours, moi je suis Julien Char. Comme l'a très bien dit Bruno, j'ai créé OpenBankU, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale. Et auparavant, en fait, j'ai été banquier pendant 20 ans dans tout ce qui est transaction banking, donc tout ce qui touche le paiement, le cash management, la gestion de la liquidité, le trade finance, tout ce qui est placement court terme. Et donc, je suis ravi d'animer cette table ronde aujourd'hui. Peut-être qu'on va commencer par se présenter. Honneur aux dames, Cécile. Le bal. Bonjour Julien, bonjour à tous. Merci pour effectivement Finance Innovation pour cette belle table ronde. Moi je suis Cécile. Chez Innovatic, on a une activité assez simple qui est l'extraction intelligente de données dans les états financiers. Et donc on prend en fait toute notre mesure quand on facilite l'accès au crédit, que ce soit du côté octroi ou du côté entreprise. Si on regarde les chiffres ASF, les derniers chiffres ASF, on voit bien que tous les segments du crédit sont super dynamiques, que ce soit la facturage, avec des croissances à 2 chiffres, le crédit bail, le financement locatif, etc. Et dans ce contexte haussier, les entreprises qui prêtent, en fait, ont besoin encore plus de données fiables, consistantes et surtout fraîches. Et nous, c'est pour répondre à ce besoin, à cet enjeu, qu'on a développé notre technologie en SaaS pour faire du temps réel. Et pour justement accélérer en fait le temps de traitement d'un dossier de prêt, réduire le temps de retour en fait du prêteur à l'entreprise. Et puis on essaye de faire que ce soit le moins cher possible et surtout en gommant en fait la complexité. Donc nous, par rapport à l'open banking, on est un peu plus, on développera peut-être sur l'open document. C'est pour ça qu'on parle d'open finance voilà. et d'open ouverture. C'est ça. Donc open document, parce que le document n'est pas mort du tout. Il y a une grosse résurgence. Et puis il y a surtout aussi l'open fiscal, hein, parce qu'en fait les états financiers sont open depuis bon nombre d'années en France. Et puis évidemment, on réalimente aussi par notre truchement en fait le canal de l'open banking avec des catégorisations. Voilà. Donc modèle B2B, 2B pour notre part. Très bien. François ? Bonjour à tous, merci à Finance Innovation également. Donc François Gutiérrez, Isabelle Group. Donc là, on est vraiment dans le B2B, 2B, 2B aussi. Donc ça tombe bien, on va en parler ensemble. Isabelle Group, c'est un consortium de 4 banques en Belgique qui a une existence de 25 ans dans le domaine du document, des échanges financiers et qui, avec son opérateur Open Banking qui est Ponto, a un focus 100% B2B. Alors justement, on parle beaucoup de l'open banking dans le domaine du B2B2C. Nous, on se cadre uniquement dans le B2B. Nos clients, nos partenaires sont des gens, des éditeurs logiciels de type Sage, Odoo et d'autres qui utilisent l'open banking pour extraire les données financières, les corréler, les catégoriser et les mettre à disposition de leurs clients qui sont des experts comptables à 80%. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de cas d'usage dont on va parler aujourd'hui, vraiment centrés sur cette partie d'expertise business. Merci. Aurélien ? Bonjour à tous, merci à Finance Innovation également. Aurélien, Head of Product chez Slimpay. Slimpay, entreprise française créée en 2011. Nous, on est spécialisé dans le paiement récurrent, compte à compte et l'économie de l'abonnement. Donc là, plutôt B2B2C, hein, un peu le canard boiteux de la table ronde. C'est beaucoup de B2B autour de moi. Voilà, donc on offre une solution de paiement à nos entreprises, qui sont des entreprises européennes, et on les aide à faciliter l'acquisition de clients, la fidélisation, mais également à maximiser leurs revenus, à automatiser la collecte de ces revenus. Et on opère sur toute la zone CEPA.
Voilà pour moi. Mochen. Merci à Finance Innovation pour organiser aujourd'hui cette conférence et cette table ronde. Donc je suis Massen, je suis le DG France de Yapili. Alors qu'est-ce que Yapili? C'est un acteur open banking. Je pense que vous entendez beaucoup parler d'acteurs open banking, hein, c'est un peu le thème aujourd'hui. Nous, on se focalise sur la couche d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on ne remonte pas à la couche applicative, on assure une connectivité bancaire avec les banques, un petit peu à la AWS, pour offrir justement une connectivité à toutes les banques en Europe. Donc on va plus en élaborer sur le sujet après. Merci. Jean. Merci. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis de Sopra Steria Next. Et j'ai commencé tout jeune aux banques populaires. Du coup, j'ai continué avec la Banque des entreprises. Et on participe beaucoup aux transformations des processus des banques et au processus du coup des clients des banques, hein, puisque tout ça, on l'a vu, tout ça s'assimile. Et Julien, si tu en es d'accord, je propose que on commence à rentrer dans le sujet. Alors, dans le vif du sujet. Je voulais, puisqu'on a parlé de Madame Michu, on va parler de l'entreprise de Madame Michu, et on va parler là de Madame Michu, comptable de l'entreprise de Madame Michu. Et je pense que ce qui est important, c'est justement de se dire très très simplement les morceaux de transformation qui sont à l'œuvre. Alors François est déjà tombé dans la cuve, puisque en parlant de Sage, de Conto, etc., premier sujet, mais vous l'aviez trouvé tout seul avant de venir, c'est que c'est le sujet du cash management et du management du cash. J'aime beaucoup ce mot-là, puisque les comptables, les financiers, les fondateurs, qui des fois ont une culture plus d'entreprise que de finance, eh bien aujourd'hui, premier issue, c'est bien de pouvoir apporter une transformation, une facilité à l'égal de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les particuliers, puisque même les entrepreneurs sont à un moment de leur vie des particuliers, eh bien, il n'y a plus de frontières, et du coup, il faut qu'ils aient la possibilité, si vous me permettez l'expression, de jouer avec leur table de mixage financière. Et Dieu sait si les banques, depuis longtemps, dans leur offre de cash management, des fois, ça ressemble un peu à du Lego pour être gentil. C'est le premier point. Le deuxième point, sur lequel je pense c'est important, et on le creusera dans le B2B, to B2C, je vais vous rajouter tous les baies que vous voulez, eh bien, c'est d'arriver à challenger les process. L'information que l'on a sous forme de data, de l'économie réelle. Regardez un peu ce qui se passe dans la recomposition des filières d'approvisionnement des entreprises aujourd'hui. Eh bien, justement, le fait de pouvoir les connecter en temps réel ou à peu près, qui permettent de donner une vraie valorisation de ce que veut dire les flux financiers, de l'anticipation, de pouvoir donner des informations qui, dans un moment de financement plus difficile, en cas de problème de fonds propres sur certains acteurs, eh bien, permettra d'aller justifier que moi, l'entreprise Michu, je peux continuer à me financer à court terme dans des conditions aussi favorables qu'il y a 1 an ou 2, parce qu'en fait, je peux démontrer la valeur de mon activité. J'ai même des clients qui ont témoigné et qui sont prêts à me donner des engagements à la volée. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un point important sur la recomposition du process qui permet à chaque étape, à la rigueur, de parier à la fois pour compléter des activités, c'est de dire, justement, on a parlé de conseils tout à l'heure pour les particuliers, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites avec votre activité en Ukraine si par hasard vous y étiez. Et deuxièmement, c'est aussi de se dire que demain matin, vous allez changer votre fournisseur d'huile parce que c'est plus pertinent. Et ça, vous voyez, ce ne sont pas que des entreprises fintech qui ont toute la souplesse par nature, qui sont dans les services, c'est aussi la vraie économie. C'est de pouvoir changer. Donc ça, c'est le deuxième point important que l'on oublie un peu, parce que n'oubliez pas que l'avantage de l'open finance, c'est que ça permet de démocratiser, c'est-à-dire de s'adresser à des populations qui ne sont pas des particuliers. Dès qu'on parle de particuliers, vous avez une série d'amortissements de vos coûts de l'ordre du million.
ou sinon vous faites vraiment du confidentiel. Par contre, si jamais vous êtes sur une entreprise, vous vous trouvez là plutôt avec des séries qui sont de l'ordre de quelques centaines de milliers pour les banques. Parce qu'on parle, il y a un grand groupe bancaire vert qui parle de marché de nombre par opposition au marché de masse. J'aime ce terme. Eh bien, vous voyez, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, eh bien, il y a de la réglementation tous les matins. Alors, chez Soprasteria, on pousse beaucoup l'évolution de la facturation électronique, les nouvelles plateformes de paiement qui sont obligatoires à partir de 2024, mais qui sont déjà dans les faits. Les ministères ont poussé leur plateforme. Eh bien, vous voyez, ce qui est important, c'est que justement, accompagnant, respectant cette réglementation, eh bien, ça permet d'ouvrir de nouveaux champs qui peuvent être saisis à la volée pour la finance. Et puis, j'insisterai pas sur toute la partie vert et ESG, on l'a abordé. Il est évident que si vous voulez vous démarquer en tant qu'entrepreneur du marché, eh bien vous mettez un zeste de vert et vous pourrez justement peut-être augmenter vos prix. Et in fine, le dernier point que je veux partager, c'est qu'en fait, ça permet en bonne microéconomie d'aller chercher la rente du consommateur, puisqu'à un moment, aujourd'hui, on est toujours obligé de donner des prix moyens. Il faut afficher un catalogue et il y a une certaine résilience. Vous ne le faites pas forcément tous les matins, vous devez faire quelques anticipations. Et ce qui permet que, par la personnalisation, par l'ajustement, par la complexité, la souplesse que vous aurez dans votre process, sur le paiement, vous choisirez entre les canaux de paiement que vous pourrez avoir, selon la variété, c'est de créer justement la bonne décomposition qui fait que à chacun de vos clients, vous pourrez lui servir le bon service, mais vous-même, entrepreneur, facturer ce qu'il faut sans que ça prenne le temps d'une révision d'un catalogue aujourd'hui. Alors on critiquait tout à l'heure le go-to-market de certaines entreprises et de certaines banques. Eh bien, la mise à jour du catalogue, je vous rassure, c'est aussi long aujourd'hui. Et donc, du coup, le pouvoir l'adapter en fonction d'une situation particulière. Donc, vous voyez, c'est ces 4 points que je vous propose qu'on essaye d'illustrer avec nos amis. Julien. Merci Jean. Moi, ce que je retiens quand même, donc on est parti DSP2, Open Banking, on arrive sur l'Open Data, c'est un peu l'idée, avec une amélioration des flux, des process, et une proposition de nouveaux services ou d'amélioration de services en fait. Et ce que je propose, c'est directement de rentrer dans le sujet avec Motion, qui va nous présenter en fait 2 cas, une demande de financement en ligne et une demande pour une prime d'assurance. Tout à fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'innovation? Écoutez, je ne vais pas faire tout un speech sur l'innovation, c'est déjà l'amélioration justement de services existants, typiquement dans le financement en ligne. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait le financement? Vous pouvez directement aller à votre banque et demander un emprunt. Okay. Maintenant, avec les différentes plateformes de financement qui existent, on peut, en ouvrant les données et les informations des comptes, vous pouvez demander un financement. On va dire assez classique, le financement est octroyé et puis c'est parti. L'autre approche aujourd'hui, c'est une fois que le financement est attribué, qui est octroyé, vous offrez vos informations, vos comptes bancaires, et en fait, vous êtes monitoré, contrôlé. Et pour gérer le risque, imaginons que, je ne sais pas, peut-être toi, Julien, tu fais des transactions un peu hasardeuses, juste toi, et on va dire, attention, il peut y avoir un risque, et on peut plus donner une alerte. Et c'est là que l'innovation arrive, c'est avoir un meilleur contrôle continu, justement, de ton emprunt. Ou bien, justement, on se dit, tiens, l'emprunt est bien géré, est bien payé à temps, et on peut offrir une latitude supplémentaire pour les versements finaux. Et donc, en fait, on couple justement l'open banking, donc un cas de l'open banking, le paiement instantané, dans le cadre de reversement ou potentiellement de recouvrement. Un cas assez, on va dire, on existe, il y a des solutions aujourd'hui qui font du financement, B2C, B2B, du facturage, et là, on appuie justement toutes les informations d'un compte en couplant avec le paiement. On va dire une innovation qui améliore un service existant. Maintenant, on peut partir sur des nouveaux services beaucoup plus personnalisés. On peut prendre par exemple l'assurance, la SurTech, et j'espère qu'aujourd'hui, à la fin de cette table ronde, il y aura peut-être des nouveaux cas d'usage auxquels on n'a pas pensé qui vont être mis sur la table, et peut-être des nouvelles entreprises vont être créées. Je ne sais pas. On peut penser justement, aujourd'hui, je veux partir à Bordeaux, je veux souscrire à une assurance voyage au cas justement il y a une annulation. Peut-être une grève ou pas, je dis rien.
Et on se dit, tiens, en fonction du profil financier, je me connecte justement au compte bancaire d'une personne. Peut-être qu'un étudiant, une personne qui est sans emploi par rapport à un salarié, aura un prix qui sera beaucoup plus adapté par rapport à son profil et qui pourra avoir à ce service. Donc aujourd'hui, les innovations s'appuient non seulement, puisqu'aujourd'hui on est sur des comptes courants, mais ça peut être aussi demain sur d'autres cas d'usage et peut-être d'autres comptes qui sont ouverts, parce qu'aujourd'hui la DSP2 se limite aux comptes courants, ça peut être vos comptes titres, ça peut être vos comptes d'épargne, et pour pouvoir accéder justement à une nouvelle vue holistique de votre patrimoine financier, et des nouveaux services et des nouveaux cas d'usage peuvent en découler par la suite. Merci Mohsen. Peut-être un rebondissement, François? Non, Pas vraiment, pas sur ce point-là, parce que là, c'est vrai qu'on a touché le C de oui, consumer. Tout à fait. Et sur Non, je voulais juste rappeler quand même que l'open banking, il y a deux sujets. Hein. Il y a l'agrégation des comptes avec la corrélation des transactions, etc. Et donc ça marche aussi bien sur le B2B que sur le B2B2C, puisque à un moment donné, il y a une catégorisation qui va se faire et une analyse de risque, que ce soit dans le monde du consumer ou des entreprises. Pour les entreprises, bien entendu, on va aller au-delà des transactions, il faut aller chercher d'autres critères pour analyser le risque. C'est un peu plus compliqué que la partie consumer. Mais il y a aussi le paiement, vous l'avez abordé très très vite. Ce paiement, en fait, et notamment sur le point de B2B et sur les factures de Madame Michu, qui vont être chez son expert comptable, quand il y a une facture qui est due, etc., on va tout de suite pouvoir accoler du paiement. Et ce paiement, ça va être du CEPA direct débit, par exemple, en prélèvement, où depuis le compte bancaire, on va récupérer l'IBAN, on va pouvoir créer un mandat. Ça, c'est une option qui est fait aussi. Et ou payer directement de compte à compte, le account to account, via du PAS en initiation de paiement. Donc, c'est les deux options qui sont liées et qui rejoignent un peu mes deux camarades précédents. Tout à fait. Cécile, tu nous as parlé d'open document et je crois que tu as travaillé avec Mohsen. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous expliquer un petit peu Écoute, oui, on a effectivement mis en place une offre croisée, notamment à destination des captives automobiles. Et en l'occurrence, j'ai un cas d'usage d'une captive en tête pour qui c'est justement l'open banking et l'open document est important en B2B et B2C en fait. La spécificité des captives automobiles, c'est qu'il y a aussi c'est un parcours physical, quoi. Il y a à la fois un parcours digital pour le prospect qui veut faire une location avec option d'achat ou autre, qui soit entreprise ou particulier, et puis en même temps il est en concession évidemment et donc là il y avait une chose un peu intéressante, c'est d'arriver à réintégrer comment intégrer en fait l'open banking dans ce parcours où le prospect en face de moi, chargé d'affaires, il est en face de moi en concession, sachant que le taux de consentement n'est pas encore forcément énorme en tout cas pour cette captive automobile. Du coup, nous, tout simplement, notre petite brique techno, elle permet de rendre consentant un client qui n'est pas de prime abord. C'est-à-dire de réalimenter en fait l'open banking en disant si tu veux pas, si t'es pas consentant, tu déposes tes X relevés de banque, tes liasses fiscales, et puis on traite ça en temps réel, quoi. Et donc du coup, ça permet l'offre de Yapili plus la nôtre en fait qui est en marge en fait de traiter en temps réel un dossier et de le réduire de 20% à peu près 20-25%, ouais, pendant que le prospect est encore en concession, quoi. Du coup le deal se fait en direct. Donc il y a de la rapidité. Rapidité, puis du coup quand même des données fiables, hein, parce que du coup en temps réel en fait, en tout cas de notre côté on fournit en fait suffisamment d'informations pour être catégorisé, et puis après il y a le boulot de Mohsen. Exactement, en fait, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison, puisqu'on parle d'open finance, mais toi, Cécile, tu portes la casquette un petit peu open tax, open fiscalité, non seulement dans le cadre de l'attribution du financement, puisqu'on va s'appuyer sur les informations d'un compte bancaire, mais aussi sur d'autres documents, non seulement pour évaluer la solvabilité, mais tout simplement dans la partie d'onboarding, de vérification d'une personne. Et je pense que c'est dans la table ronde précédente où on parlait d'avoir en fait une forme d'identifiant unique au final qui pourra s'appuyer sur différentes sources d'informations. Et là encore, ce qui est intéressant, ça va être cette complémentarité qui peut répondre à différents objectifs. 1, la demande de financement, et 2, l'onboarding. Très bien. Moi, j'ai découvert SlimPay. Je ne savais pas la puissance en fait de SlimPay.
Et du coup, Aurélien, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que SlimPay fait et comment, justement, avec l'Open Finance, vous pouvez avancer. Oui, avec plaisir. Alors, François, tu m'as un peu commencé mon pitch. Hein. Ouais, je me doute. Je vais donner un petit peu plus de détails. Donc nous, on est en B2B2C. Nos clients sont des entreprises. On leur offre une solution de paiement. On sait qu'un enjeu majeur pour les marchands, c'est la collecte des revenus, le cash collection. Donc nous, on agit dans ce sens-là. Et pour ce faire, on a combiné l'open banking avec ce que vous connaissez tous, qui est le prélèvement SEPA. Donc on a construit plusieurs use cases. Je ne vais pas tous les décrire ici, ce serait un peu long. Je vais en prendre un en particulier qui répond à un use case. Il y a une demande marchand qui revient beaucoup, parce que je pense que la technologie est surtout là pour répondre à des use cases. C'est un use case qu'on appelle Slim Collect Recurring, qui est relativement simple. Donc on combine un premier paiement qui va être un paiement open banking, donc un PIS comme François le disait, avec les caractéristiques qu'on lui connaît, donc le fait que ce soit un virement qui soit irrévocable. Grâce à ce virement, on va pouvoir, nous, en tant qu'agents agrégés, PIS, AIS, récupérer l'IBAN du consommateur, et avec cet IBAN, signer un mandat de prélèvement SEPA. Qu'est-ce que ça donne en termes de parcours? Je vais parler un petit peu, si le site du B2B2C, tu m'en veux pas François. Ça donne un parcours open banking, donc le consommateur va être amené à s'authentifier fortement sur son application bancaire, à donner son consentement, on récupère son IBAN, on lui fait signer un mandat SEPA et derrière, on a toute une série de prélèvements. Pourquoi c'est intéressant pour l'entreprise? Parce que le cash collection est un enjeu, donc en faisant comme ça, on sécurise le premier paiement PIS qui est irrévocable, on récupère automatiquement un IBAN de confiance, puisque l'IBAN est récupéré depuis la banque, on n'a pas d'entrée manuelle, et pas tous les risques d'erreur qu'il peut y avoir associés. Et donc on est capable de dérouler une série de prélèvements SEPA. Donc on a l'authentification forte de l'abonné, la récupération d'un IBAN de confiance et donc le cash collection qui s'envoie fortement facilité. Donc process simplifié, réconciliation facile, un vrai avantage d'utiliser cette solution. Ouais, exactement. François. J'ai déjà parlé, je suis désolé. Mais non, mais c'est vrai. Mais on va parler du cœur, du cœur du B2B réacteur. en question. Non, je voulais plus parler du cash management. Ouais. Parce que moi, je viens du cash management. Cash pooling. Cash pooling, les netting, tout ce qui est flux, en fait. Gestion des flux au niveau des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, d'ailleurs. Les grandes entreprises, aujourd'hui, utilisent des solutions qui sont optimisées, on va dire, et automatisées. Je pense que demain, grâce à l'open finance au sens large, on pourra mettre en place pour des plus petits acteurs en fait ces technologies. Et toi, tu es au cœur de ça en fait. Alors c'est l'action qu'on a avec en ayant une intégration unique auprès d'éditeurs logiciels, ceux que j'ai cités et d'autres, pour pas les fâcher, les CJ ou autres, qui aujourd'hui, les échanges de fichiers, notamment les parcours d'onboarding, alors qu'ils soient consommateurs ou entreprises, il y a toujours un parcours dans lequel il faut prévoir toute la partie GDPR. Bien entendu, nous sommes régulés, en tant que groupe Isabelle, nous sommes régulés par le régulateur belge, donc non pas la CPR, mais régulateur belge, et qui permet en fait de penser à cette migration d'échanges de fichiers bancaires très connus en France, qui sont les BICS, qui arrivent sur des formats qui permettent, sur lesquels on doit aller chercher banque à banque chacun des relevés de compte, de les ramener, de les traiter sur des formats qui ne sont pas forcément adaptés pour la gestion de la data. Donc l'idée, c'est de transformer un peu toute cette partie-là par une extraction open banking, puisque une connexion open banking égale un relevé de compte, sauf qu'il arrive sur un format automatique et beaucoup plus malléable qui permet de catégoriser, de scorer, de faire tout un tas de choses autour de ces fichiers et de pouvoir les insérer directement au niveau de l'éditeur, au niveau de l'expert comptable et qui lui puisse valider ou pas les factures et les comptes en fait de leurs clients. Il y a une action qui est cette corrélation, cette automatisation des factures également, des choses comme ça. Mais il y a aussi le paiement des expenses, dans lequel on peut insérer des liens de paiement et qui en effet peuvent être s'opérer soit via du SDD, donc c'est un moyen de paiement et de prélèvement qui est possible, et notamment si c'est du récurrent, en l'occurrence, là vous êtes obligé de passer par du mandat, bien entendu, ou du PIS,
qui est la partie paiement automatique, donc, qui est irrévocable, bien entendu, qui est rapide, qui est souvent moins cher, automatique. Je ne parle même pas des paiements cartes, bien entendu, mais là, on reste vraiment sur du SDD et du paiement account-to-account en pièces. Donc voilà un peu la transformation qui est en train de se passer sur le monde de l'entreprise. Les éditeurs, aujourd'hui, ils ont besoin d'intégrer une seule API qui donne une couverture bancaire sur toute l'Europe. C'est ce qu'on fait chez Ponto et Isabelle. Le maximum de banques, facile à intégrer, une API qui est facile à intégrer et qui donne accès à tous les comptes et à toutes les banques de leurs clients. Donc c'est ça la première base. Donc en effet, il y a une première brique qui est la collecte en fait, des informations et transactions bancaires. Business, quand même aussi pour rappel, les API de nos chères banques, des fois, il y a une API Open Banking Consumer, des fois c'est du B2B, des fois c'est les deux en même temps. Donc la data n'arrive pas toujours bien traitée. Nous, on le vit depuis toujours là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un focus très business. Donc on sait ce que c'est que de la data business, on sait catégoriser la data business, et du coup on sait la corréler et gérer ce cash management très très orienté sur l'entreprise. Notre go-to-market, bien entendu, c'est les éditeurs, ceux qui ont la présence auprès des experts comptables, des entreprises. Et c'est pour ça qu'on est là depuis très longtemps maintenant. Merci. Donc simplification administrative, on peut dire aussi, fiscale, etc. Automatisation des facturations, le cash collection, c'est vraiment un sujet aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs. Ouais. Donc c'est quand même très très important. Et le nombre d'API, on parle beaucoup d'API. Le nombre d'API a augmenté encore en 2022. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 5600 API disponibles. Open banking, je parle. Il y a à peu près 1600-1700 plateformes disponibles aujourd'hui, open banking, dans le monde. Donc c'est un marché qui est en croissance encore en 2022, 8-10% à peu près. Donc on est sur la bonne, je dirais, sur la bonne tendance de la transformation numérique. Très bien. On pourrait s'attendre à beaucoup plus sur les plateformes. Jean, je te laisse la main. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cash management du cash, là on voit, et puis je pense que tout le monde a compris, c'est que le long des process, et Cécile a commencé à ouvrir la porte, c'est que d'abord certains process sont encore assez manuels, et donc il faut d'abord s'assurer qu'on ait la matière digitale et sa valorisation à la source, des systèmes RADLAD intelligents, mais qui permettent d'aller challenger le vrai process de production de services de l'entreprise et qui du coup permettent très rapidement d'arriver au management du cash, au collection, qui va permettre justement qu'on n'attende pas qu'on ait des balances âgées qui durent trop longtemps, mais surtout que l'on puisse anticiper l'activité, connaître la valeur financière des clients individuellement, même s'ils sont nombreux et même s'ils sont récents, d'où l'intérêt de pouvoir dire tout de suite qu'ils ont un vrai compte qui va payer, si je peux me permettre de schématiser ce que vous disiez, et puis du coup de se poser des questions aussi, de dire que tous les parties prenantes à un moment d'un process va être capable de payer, si c'est un client ou quelqu'un qui doit quelque chose, va être capable de livrer et que lui-même à la rigueur a la structure financière qui va bien, et puis éventuellement de lui rétrocéder des commissions ou des incentives, je pense aussi aux salariés, Bruno y a fait allusion tout à l'heure, qui permet d'être sûr que quand il va être quelque part, qu'il doit faire quelque chose, surtout s'il est externe, qu'il est en mesure d'assurer la prestation. Et donc, tu vois, Julien, c'est d'avoir cet ensemble et d'arriver au vrai process complet qui va permettre de sécuriser en fait le process. Tu voulais peut-être nous parler aussi des PDP, non ? Simplement, maintenant qu'on est obligé et que tout le monde a envie de faire de la facture électronique, c'est quand même plus rapide et plus simple. Puis ça permet de ne pas les archiver, ou en tout cas de les archiver de manière électronique et plus papier. C'est qu'il y a une mobilisation le long des process qui permet justement, à nouveau, ça apporte à la démonstration et qui, au-delà même du financier, permet de voir comment aussi faire des offres et des tarifications.
hein, le travail du catalogue d'un point de vue tarification, et je dirais même la possibilité de se dire, est-ce que le conseil, hein, on en a parlé dans la table ronde précédente, est-ce que le conseil que je donne, même si je ne suis pas chez Crédit Agricole Brie Picardie, si j'ai bien compris, eh bien, ne doit pas être facturé, hein, puisque c'est la matérialisation d'une entreprise, hein, tant qu'elle ne facture pas à la rigueur, c'est une association bénévolente. Et donc du coup, c'est important que les business models de chacune des entreprises, stratégiquement, soient exprimés jusqu'au bout, c'est-à-dire avec des sous. Et ça, je pense qu'il y a une maturation qui va permettre d'aller jusqu'au bout et qui est un peu la suite de ce qu'on a commencé sur le cash management. Très bien. Je pense qu'on va être obligé de conclure, ou on a encore un petit peu de temps. 3 minutes. Donc, je laisse la main à nos invités pour conclure. Cécile, Écoute, peut-être pour donner un peu de champ sur les enjeux de l'open, selon moi, je trouve qu'il y a des choses qui vont peut-être être intéressantes lorsqu'on va voir un peu ce que donne Bloomberg GPT, là. Parce que déjà, vu de ma paroisse, voilà, il y a je crois un peu plus de 2 milliards de documents, 40 ans d'historique et tout, donc voilà, je pense qu'il va y avoir un peu des nouveaux usages en fait, qu'on va créer aussi nous-mêmes dès qu'on y aura accès. Et du coup, ça va peut-être aussi nous faire un peu nous positionner. Enfin, en tout cas, Innovatique, c'est très clair. Mais après, voilà, on a la concurrence qu'on mérite. Mais voilà, à voir un peu ce que donne ce futur GPT très, très spécialisé, quoi. Juste pour rejoindre ce que tu viens de dire, je pense qu'un des gros challenges, et tu l'as dit tout à l'heure, Cécile, c'est l'adoption en fait sur le parcours, pour avoir été aussi sur la partie B2C et acceptation de pouvoir partager ces identifiants et dire je donne accès à toutes mes transactions bancaires. Je pense que l'open banking, l'open finance, en fait, doit passer par là, par cette fameuse adoption où il n'y a plus de questions à se poser. C'est sécurisé, donc on revient sur la partie GDPR, la partie sécurisation. Et la personne qui est en face, que ce soit une entreprise ou un consommateur, partage en toute sécurité ses comptes, qui nous permet derrière d'apporter des services. Alors bien entendu, les gens le feront à partir du moment où il y a un vrai service à valeur ajoutée derrière et qu'ils en voient l'intérêt. Donc je pense que le challenge est là, c'est vraiment d'augmenter cette adoption, parce que si on regarde les taux d'adoption en open banking, le nombre de crédits qui sont alloués, ou le nombre d'assurances qui sont allouées, ou le nombre de voitures qui sont achetées grâce à l'open banking, on reste toujours sur des taux très 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 faibles. Donc je pense que c'est le gros challenge en fait qui est à venir. Dans le monde B2B, c'est encore différent, c'est le changement d'idée de passer d'un fichier qui est traité depuis des années qui est les BICS à quelque chose qui s'appelle l'open banking. Donc c'est un parcours un peu différent, mais je pense que l'adoption vraiment est au cœur du développement de l'open banking. Je suis totalement d'accord sur cette partie adoption, et j'ajouterais même qu'on a, je pense, tous un rôle à jouer. Qu'on soit B2B, B2B2C, B2B2B, avec le nombre de B qu'on veut, à la limite, peu importe. Je pense que c'est un peu notre rôle à nous, que ce soit PSP, marchand, partenaire, d'évangéliser un petit peu le marché. J'ajouterais aussi quelque chose, je crois que Bruno le disait en intro et je trouvais ça assez juste. On parle d'open banking, qui est régulé aujourd'hui par la DSP2. On commence à parler d'open finance qui n'est pas encore régulé. Je pense que si on veut que ça fonctionne, il ne faut pas qu'on oublie qu'au final, ce n'est pas forcément la banque qui est au centre de tout ça, c'est l'utilisateur. Que ce soit un utilisateur professionnel ou particulier, c'est vraiment l'utilisateur. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à construire un écosystème encore plus efficace. Et pour rajouter encore quelque chose, on est aujourd'hui un petit peu à l'ère de ce qui est l'open data. Simplement, les données financières ont été un petit peu le point d'entrée vers cette économie open data. Donc on suit un petit peu le cours naturel. Imaginez le millefeuille. Donc on est l'open banking, on y est, avec des cas d'usage. Et Jean, je sais que le cash management est très cher pour toi. On le voit, ça marche. Le paiement, bon, ça marche à peu près. Mais là, on est dans l'open finance, qui est la prochaine couche pour réussir à avoir cette économie open data holistique, l'ouverture des données complètes, et pour pouvoir fournir des services aussi personnalisés que possible à des entreprises, à des personnes morales ou des personnes physiques. Du coup, je vais avoir
Je vais essayer d'avoir le C'est dernier moi qui mot par prendrai le rapport à dernier mot. Motion avant de te passer. C'est-à-dire dans toute relation entreprise, il y a la revoyure annuelle. Pour ceux qui ont vu ça, c'est le minimum. Et donc du coup, j'ai vu que les chiffres de faillite avaient semblé monter. Eh bien, si tout ce qu'on a dit marche, il faut que dans un an, quand on se reverra, le nombre de faillites ait baissé. Soyons concrets. Merci. Ben moi, je vais faire la transition avec la table suivante, en fait, où Laurent va animer la table suivante. On a parlé d'open banking, des SP2, très réglementé. On va jusqu'à l'open finance, où encore c'est un petit peu flou. Mais moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que on pourrait parler vraiment de finances décentralisées, la DeFi. Alors, on parle de finances des intermédiaires. Maintenant, on ne parle plus de finances de DeFi. Mais pour moi, c'est vraiment l'avenir, et notamment avec l'identité numérique, qui pourrait être complètement décentralisée. Enfin, il y a plein d'options. Et je laisse la table ronde pour la suite. Laurent, merci. Bonne journée.